Trigger warning, description de viol et d'agression sexuelle. Introduction. Tous les jours, près de chez vous, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Toronto, à Mexico ou à Dallas, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. Ou parfois, elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle avec son neveu, ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Madame et monsieur, médecins, magistrats, journalistes, écrivains, auteurs de théâtre, chanteurs, historiens, psychologues et psychiatres définissent ainsi l'inceste. C'est ainsi que tout le monde définit l'inceste, en fait, à l'exception des anthropologues qui n'ont pas de nom pour dire cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu'ils ont été par l'attention portée à la théorie de l'interdit de l'inceste. Seul François Héritier, après avoir consacré une grande partie de sa carrière à documenter les règles de l'exogamie à travers le monde, a proposé de mettre face à face la théorie et le point de vue des praticiens. Elle a organisé à cet effet, au tournant des années 2000, une série de séminaires passionnants au Collège de France. L'occasion de ces rencontres avec un juge, un pédiatre, un neuropsychiatre ne lui ont pas permis de réaliser qu'elle n'avait jamais travaillé sur le problème de l'inceste, c'est-à-dire les abus sexuels commis sur des enfants dans des familles réelles, mais sur le problème de l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire les règles qui préconisent avec qui une personne a le droit ou n'a pas le droit de se marier dans une société. La force centrifuge qui a orienté inlassablement les anthropologues vers la théorie de l'interdit de l'inceste est si puissante qu'elle a opéré sur eux comme une lumière vive agit sur les yeux avant d'entrer dans une pièce sombre. Ils n'ont rien vu de l'inceste. Je reprends donc le dossier de l'inceste et l'ouvre au point de départ. Qu'est-ce que l'inceste ? Que vivent les gens qui vivent l'inceste ? Comment comprendre que les situations d'inceste soient courantes alors que l'inceste est théoriquement interdit dans toutes les sociétés du monde ? Je suis moi aussi anthropologue et, comme mes collègues, je fais grand cas de l'articulation entre la règle sociale et la pratique. Sur la question de l'inceste, elle me paraît même essentielle à comprendre compte tenu du mal, parfois mortel, que l'inceste inflige aux gens qui le vivent. Je m'emploierai donc à décrire l'inceste dans les familles françaises, à documenter et à repenser l'articulation entre règles et pratiques, cette fois en bâtissant l'enquête et le projet de description sur les situations familiales existantes. À la faveur du réel et de la banalité des abus sexuels commis sur les enfants, on verra que l'inceste est structurant de l'ordre social. Il apparaît aussi comme l'outil primal de formation à l'exploitation et à la domination de genre et de classe. Nul besoin que chacun passe à la casserole pour que l'inceste éclabousse tout le monde. Par contamination du silence sur la pratique, exposition des comportements érotisés des uns ou des guerres de protection des autres contre l'érotisation, fréquentation des incestés et des incesteurs, on va voir que tout le monde participe, dès l'enfance, de l'ordre social qui admet l'inceste, mais l'interdit en théorie. Hommes, femmes, les enfants qu'ils ont été et ceux qu'ils auront, trinquent depuis très jeunes de l'horreur de voir leurs sœurs ou leurs petits copains d'école incestés, sans nécessairement savoir que ceux-ci sont incestés. Chacun apprend, dès l'enfance, à faire avec la bizarrerie de son frère ou de cette camarade qui baisse sa culotte au cours de gym et qui demande qui veut toucher. Pour ne pas avoir d'ennui, chacun apprend à composer avec ce qu'on lui donne à vivre et à voir. Chacun est imprégné, au berceau, des rapports de domination constitutifs des relations familiales. On verra comment l'inceste, en tant qu'exercice érotisé de la domination, est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation. Il doit cette étonnante performance à l'excitation et à la jouissance sexuelle que chacun, incesteur et, pour son plus grand âme, incesté, retire des moments de sexe. On décrira ici cette pédagogie de l'écrasement érotisé,
qui permet à l'inceste de se transmettre avec autant de régularité et de facilité à travers les âges et les sociétés. L'étendue et la réalité sociologique de l'inceste sont largement démontrées statistiquement. Elles sont présentées plus loin dans un chapitre consacré à la prévalence et je les tiens pour acquises. Je sais qu'il y aura toujours des Marcella Yacoub et des Hervé Lebras, des chercheurs qui auront à cœur de contester une réalité maintes fois démontrée, comme ils se sont évertués à critiquer l'enquête sur les violences faites aux femmes et les violences conjugales. Il y aura toujours des intellectuels et des crétins pour considérer que la politisation des questions de violence domestique représente un danger puritain qui instrumentalise le droit, et que le volet répressif de la législation en matière de mœurs est nocif pour la démocratie et pour l'égalité entre individus. Les intellectuels pédophiles des années 70 tenaient déjà ce discours. C'est la rhétorique du violeur et du pédophile, on le verra dans ce livre, qui consiste à discréditer toute description de la violence familiale en brandissant le spectre de l'idéologie fanatique et répressif antidémocratique, tout en ignorant sa propre idéologie masculiniste. Inversement, il me semble que décrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent et des conséquences qu'elles entraînent est un premier pas vers la paix et la démocratie. Les commissions Vérité et Réconciliation, organisées après l'apartheid en Afrique du Sud et après le génocide au Rwanda, les procès des cadres nazis, khmers, serbes et autres auteurs de crimes de masse participent du même principe. Décrire et dire la violence est un pas vers la paix. Pierre Bourdieu écrivait que, ouvrez les guillemets, la violence exercée quotidiennement dans les familles, les usines, les ateliers, les banques, les bureaux, les postes de police, les prisons et même les hôpitaux et les écoles est en dernière analyse le produit de la violence inerte, entre guillemets, des structures économiques et des mécanismes sociaux relayés par la violence active de la population. Fin de citation. Dans un volume de la revue Culture et Conflits, consacré au risque du métier d'anthropologue, Philippe Bourgois postulait le même emboîtement des échelles et des situations allant de la structure sociale vers les relations interpersonnelles, du général au particulier. Il écrit, ouvrez les guillemets, « Le défi de l'ethnographie est précisément de clarifier les chaînes de causalité qui lient la violence structurale, politique et symbolique à la production d'une violence quotidienne qui conforte les inégalités de pouvoir et contrevient aux efforts de résistance. » Fermez les guillemets. Si chaîne de causalité il y a entre un événement et un autre, entre les violences à différentes échelles et dans différents registres, il me semble que ce n'est pas dans un sens descendant depuis l'État vers les acteurs sociaux, mais dans un sens ascendant depuis le foyer où sont élevés le législateur et l'électeur, jusqu'aux institutions qu'ils produisent ou subissent, forts des expériences acquises à la maison depuis l'enfance et qui les constituent. Pour le dire autrement, les violences structurelles, les guerres, les taux usuaires pratiqués par les banques qui prêtent au pays en instance de faillite ne sont pas produites ex nihilo par des hommes entrés en fonction, le cœur et le reste vierges de souvenirs et d'apprentissage. Le berceau des dominations vise à décrire précisément l'inceste. Le livre est consacré aux incesteurs, sans qui il n'y aurait pas d'inceste. Il décrit également ce que les incesteurs font aux incestés, les représentations que les incesteurs ont de leurs pratiques, et enfin, ce qui est dit et ce qui est tu de l'inceste dans la famille, étant donné l'importance du silence qui autorise la pratique. Les discours sur l'inceste sont au préalable contextualisés par un passage en revue de la littérature sur les auteurs d'abus sexuels précoces, comme on dit en sciences, et par une histoire de la médiatisation et de la politisation des abus sexuels. L'enquête menée pour le livre montre comment se construit la subjectivité des personnes ayant été incestées. Il s'agit de saisir le contenu normatif d'un double apprentissage contradictoire et de décrire l'effet qu'il produit. Savoir, pour l'avoir appris comme tout le monde,
que les parents sont protecteurs et que l'inceste est interdit, et, parallèlement, être au quotidien violé chez soi par un parent pendant des années sans que rien n'en soit dit, ni par celle ou celui ou ceux qui commettent ces viols, ni par l'entourage, et dont toutes les traces matérielles sont effacées ou maquillées, voire interprétées. Blessures, salissures, sons, cris, etc. Comment, dans ce contexte, la distinction entre le répréhensible et l'admis, le vrai et le faux, le dangereux et l'inoffensif, le disciple et l'indicible, le bon et le mauvais pour soi et pour les autres se construit-elle ? Autrement dit, quelles normes sociales intériorise-t-on avec l'expérience de l'inceste ? Les mécanismes de reproduction et de communication de l'inceste sont décrits à travers les modalités de la mise au silence des membres de la famille, à travers la formulation de leurs valeurs, et enfin, à travers les réactions de la famille et des proches à la révélation de l'inceste, qui survient la plupart du temps quand les incestés sont devenus adultes. En filigrane, cette description permet de réfléchir à la question de l'homme normal versus l'homme anormal ou monstrueux, et permet, au bout du compte, et dans la conclusion qui referme le livre, de repenser le lien entre la pratique de l'inceste et la théorie de l'interdit. La méthode d'investigation qui sous-tend la construction de cet objet d'étude inceste réel et qui forme le terrain sur lequel repose le livre s'est élaborée progressivement. Elle procède d'un savant bricolage assez classique en anthropologie, entamé en 2004. J'ai recueilli du matériel partout où je le pouvais, en m'adaptant à l'indéniable complexité du terrain et en suivant le fil de ce que j'avais lancé. J'ai ainsi procédé par entretien formel auprès de personnes adultes ayant vécu l'inceste dans leur enfance, en tant qu'incestés ou en tant qu'incesteurs, ou parfois les deux. J'ai également rencontré des incesteurs en prison, on y reviendra, mais disons simplement qu'il était difficile d'en rencontrer ailleurs, et j'ai enquêté auprès de leurs proches chaque fois que cela leur a paru possible, à eux comme à moi. J'ai aussi assisté à des procès pour inceste, et j'ai recueilli des dossiers d'instruction de procès auxquels je n'ai pas assisté, mais dont je connaissais un des protagonistes. J'ai passé du temps, 5 ans, auprès de victimes d'inceste dans le cadre d'associations d'entraide en France et au Québec, où j'ai séjourné 2 ans dans le but de me familiariser avec la prise en charge des personnes incestées. Enfin, j'ai suivi le fil des réactions suscitées par les exposés que j'ai faits dans des séminaires de recherche ou des colloques, ou bien quand je parlais de mon travail dans mon entourage. J'ai entretenu une correspondance avec une dizaine d'anonymes qui m'ont contacté après m'avoir entendu dans des exposés et qui ont ouvert une adresse mail avec un pseudonyme pour parler sans être dévoilés. J'ai consigné scrupuleusement les petites discussions sur le pouce ou solennelles avec des gens que je connaissais ou non, étudiants, collègues, amis d'amis, qui m'ont révélé avoir fait l'expérience de l'inceste ou qui l'ont dit à des tiers qui me l'ont rapporté. La réflexion sur la mise en texte des résultats d'enquête est un des points d'attention des chercheurs en sciences sociales depuis des décennies. Ceux-ci savent de longue date le poids de l'écriture dans la restitution des expériences. Argumenter, convaincre, prouver, mettre en intrigue s'exprime par le travail d'écriture, comme l'explicite aujourd'hui encore le fourmillement d'ateliers, de séminaires et de journées d'études qui examinent les différentes opérations engagées dans l'écriture, que sont la référence à l'enquête, l'introduction de concepts, le renvoi à d'autres travaux, la citation, la mise en exemple, le mode de présence de l'auteur, etc. Dans ses textes de fiction, Hélène Cixous introduit ce qu'elle appelle des mots de corps qui produisent une rupture dans le symbolique et incorporent de l'imaginaire féminin dans le langage. Elle écrit par exemple « illusion » pour illusion, « fantôme » H-O-2-M-E-S pour fantôme, sans domicile fixe, D', H-O-2-M, icile fixe, etc. L'idée d'introduire une rupture dans l'écriture est essentielle pour le livre que vous ouvrez ici. Elle est même incontournable, s'agissant de donner à voir une pratique constitutive de l'ordre social. Je m'explique. L'écriture des sciences sociales est une des modalités d'expression et de transmission de l'ordre dominant.
c'est-à-dire masculin et patriarcal. L'écriture académique est celle de l'ordre qui interdit, mais admet, l'inceste, permet qu'il survienne et favorise sa reconduction, encourage le silence qui permet son exercice. Les sciences sociales ont joué un rôle particulièrement important dans la pérennisation des pratiques incestueuses et dans leur remise au silence, en institutionnalisant, au moment où Freud et Ferenczi alertaient l'opinion sur l'ampleur des situations d'abus sexuels des enfants dans les familles, des disciplines, dont l'anthropologie et la sociologie, vouées à expliquer au monde l'intérêt supérieur de l'étude des structures sur celle des situations vécues. Quelques décennies plus tard, dans le sillage ouvert par Lévi-Strauss, dont nous reparlerons en conclusion, l'anthropologie allait asséner que toutes les sociétés interdisent l'inceste. Décrire l'inceste, construire l'objet pour le problématiser, nécessite de prendre ses distances avec l'écriture qui est traditionnellement chargée de le taire. Dans ce livre, on pourra écrire insexe, I-N-S-E-X-E, pour inceste. On écrira toujours incestué ou incesté, incesteur ou incesteuse, autant de mots que je n'ai pas inventés et qui sont couramment utilisés par les victimes d'inceste. Comme il s'agit de construire une anthropologie du très proche, où je parle de vous et moi, je dirai vous, un vous qui vous implique et qui doit permettre l'identification du lecteur à celles et ceux que j'évoque. Dans la perspective de composer un texte émancipé des modèles masculins, classiques et légitimes, on n'hésitera pas dans ce livre à se référer à des voies inhabituelles en sciences sociales et à tirer l'écriture vers une langue du quotidien et du domestique, par choix, puisque c'est là l'espace de l'inceste. Chez Sixous encore, je renvoie toujours au texte de Merete Stirstrup-Jensen, comme dans les lectures déconstructives de Derrida, l'inscription dans la non-identité est connotée au féminin. Le sujet clivé est valorisé, davantage qu'une identité bien affirmée. En regard de l'expérience de la maternité, où les femmes sont susceptibles de vivre une subjectivité se divisant sans regret, d'où la connotation féminine de la non-identité. Si l'idée d'une écriture féminine, c'est-à-dire en somme moderne, convient bien au travail engagé dans ce livre, c'est aussi parce que l'expérience de l'inceste provoque une subjectivité divisée, et parce que l'expérience de l'enquête sur ce sujet m'a en permanence obligée à lutter contre la désunion de moi-même. L'institutionnalisation des études sur les femmes, sur les rapports sociaux de sexe et sur les violences domestiques a été longue et douloureuse, surtout pour les chercheurs, eux, et s'est cognée sur le nez sur la non-légitimité des objets de recherche. Durant mes années d'enquête sur l'inceste, d'exposés, de communication dans des espaces académiques divers, je me suis heurtée au même problème que les femmes qui ont sorti les violences conjugales des murs de la maison pour les comprendre et les combattre sur la scène associative et militante et dans l'espace public via les politiques publiques et les études féministes. Bien que la description du système inceste connaisse des ripostes visant à le rendre à nouveau invisible et impensé, comme les violences de genre, ce livre n'est pas un livre féministe. Même si les questions de genre tiennent une place importante dans l'organisation des relations dans la sphère familiale et ont, pour cette raison, leur place dans ce livre, l'enquête auprès des incesteurs montre que ce n'est pas le genre qui fonde les rapports de domination. J'ai été affectée, au sens proposé par Jeanne Favret-Sada, par l'ensemble de cette recherche, c'est-à-dire infectée par le système inceste qui vous bloque quand vous voulez en parler, qui vous fait croire que vous êtes illégitime pour en dire quelque chose. Vous êtes trop proche du sujet, vous êtes trop loin, vous êtes militante, c'est-à-dire hors jeu du terrain scientifique. Vos matériaux sont trop biaisés, vous avez parlé à des victimes, à des détenus, mais de quel droit omettez-vous le point de vue de ceux qui ont vécu un inceste heureux ? C'est le principe du système inceste, faire taire. Pour en sortir, il faut vomir plusieurs fois, 1000 fois. Vomir tant et tant que rien de ce qu'on peut vous dire pour vous arrêter ne vous touche plus, car vous avez appris à vivre avec la guerre contre la nausée. Cela vous a rendu beaucoup plus libre, et notamment de décrire l'inceste from the inside.